Bonjour à tous, bienvenue pour la réunion de présentation des résultats semestriels 2023-2024 de la société Claranova. Et je donne tout de suite la parole à Pierre Cesarini, directeur général. Merci Didier. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir à la présentation des résultats semestriels de notre exercice 2023-2024. Donc on part de la période qui va du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, donc les 6 premiers mois de notre année fiscale. Les grands éléments de ce premier semestre ont été fondamentalement une stratégie qui s'est principalement concentrée sur l'accroissement de la profitabilité du groupe, avec un ROC normalisé qui est passé de 17 à 27 millions d'euros, donc en progression de 67% par rapport au semestre précédent. Alors on parle clairement de taux constant dans cette présentation. Il y aura eu sur ce premier semestre un taux de change qui nous aura impacté de façon relativement défavorable. On est globalement, si on regarde les 6 premiers mois, resté sur un chiffre d'affaires stable si on compare à taux équivalent entre le S1 2022 et le S1 2023, autour de 300 millions. L'impact du taux de change fait que, effectivement, si on compare en taux réel par rapport à l'année dernière, vous avez facialement une différence où on passe de 315 millions à 301 millions. Mais de nouveau, en comparant sur des taux équivalents, on est sur quelque chose qui est relativement stable. Si on regarde les éléments clés sur ce premier semestre, donc on a parlé du chiffre d'affaires à 301 millions, le ROC normalisé à 27,5 millions, ROC en croissance de 67% à taux constant. Un élément important pour le groupe sur ce premier semestre est d'avoir un résultat net positif. Pour des raisons qui étaient non-cash et spécifiques, nous étions sur un résultat net négatif, mais qui vient de repasser positif, qui est quelque chose que nous nous demandons depuis un petit moment. Donc je pense que c'est important qu'on ait pu passer sur ce résultat net. Et de la même façon, là encore, nous avions des capitaux propres qui étaient négatifs, là encore, pour des problématiques de dette et d'investissement. Ces capitaux propres sont passés en positif sur ce premier semestre, qui est également un élément comptable et financier relativement important. La trésorerie est assez confortable à 96,5 millions d'euros. La marge opérationnelle sur ce premier trimestre sera un tout petit peu supérieure à 9%. Nous en avions parlé, l'objectif est à 10%. Donc on garde toujours sur un objectif autour de 10% et qu'on espère donc améliorer sur le deuxième semestre de cette année fiscale. Et pour finir, toujours une société qui est résolument internationale avec un chiffre d'affaires aujourd'hui qui reste autour des 96% du chiffre d'affaires qui est fait hors de France. Si on regarde sur de nouveau ce qui a été la priorité du semestre, l'évolution de la profitabilité du groupe, si vous regardez les 10 millions, donc de 17 à 25 millions d'euros de ROC normalisé, si on détaille la variation du ROC, elle est relativement répartie sur chacune des activités. Ce qui est intéressant pour nous et important pour nous, c'est que chacune des activités du groupe contribue à cette amélioration. 4 millions sur Planet Art, 5 millions sur AvantQuest et même MyDevice a une variation de 2 millions qui nous permet d'avoir cet accroissement extrêmement important de la profitabilité au niveau du groupe. Si on regarde, et je passerai après la parole à Xavier pour qu'il détaille les chiffres financiers, donc sur cette première partie, j'en profite pour vous donner quelques éléments et quelques pointeurs sur chacun des 3 business de la société. Si on regarde Planet Art, un chiffre d'affaires qui aura connu une légère décroissance, moins 3% à taux constant. Mais là encore, de nouveau, le focus a été pour nous d'aller chercher plus de profitabilité avec une hausse à 17 millions, 37% de croissance sur la profitabilité de Planet Art de façon spécifique. Nous en avions déjà parlé pour ceux qui connaissent l'entreprise. L'essentiel des efforts depuis 2 ans a été de reconstruire les canaux d'acquisition clients pour repartir dans une dynamique d'acquisition clients. Nous avions, comme vous le savez, été extrêmement impactés par les changements
apportées par Apple autour de leur stratégie marketing, ce qu'on appelle l'Application Tracking Transparency, et qui avait vraiment impacté notre capacité à aller chercher des clients à un coût abordable. Ça fait 2 ans aujourd'hui, depuis ces changements apportés par Apple, que nous travaillons de façon extrêmement importante, extrêmement précise pour reconstruire des créneaux alternatifs, notamment en dehors de l'utilisation de Facebook, qui aujourd'hui devient relativement marginal dans la capacité à aller chercher des clients au niveau de Planet Art. Je dirais qu'aujourd'hui, cette partie-là est fondamentalement derrière nous et qui s'illustre aussi à travers l'accroissement de la profitabilité. Ce que l'on va aller chercher maintenant, c'est d'aller redynamiser la croissance de Planet Art pour revenir sur des choses qu'on a pu connaître par le passé. Alors bien sûr, la masse est beaucoup plus importante, mais vraiment le deuxième objectif maintenant que nous avons retrouvé le niveau de profitabilité que nous avions avant l'uptracking, c'est vraiment d'aller chercher la croissance autour de l'activité. Les autres points qui sont importants sur lesquels nous avons travaillé, c'est de baisser les coûts de structure. Donc on a vraiment optimisé et ajusté l'ensemble des coûts et des OPEX de Planet Art, et essentiellement pour contrebalancer les accroissements relativement importants de coûts, essentiellement dus à l'inflation que nous avons pu connaître sur cette activité, principalement aux États-Unis. L'ensemble des équipes, l'ensemble des staffs sont basés entre la Californie et Chicago aujourd'hui. L'impact salarial, pour vous donner un ordre de grandeur inflationniste aux États-Unis sur les salaires, a été supérieur à 15% si on regarde sur les 2 dernières années. Donc à masse salariale équivalente, vous avez un accroissement des coûts de 15%. Et donc, on a vraiment retravaillé pour affiner et optimiser la structure et globalement revenir à quelque chose qui était plus cohérent par rapport aux objectifs que l'on avait en termes de pourcentage d'OPEX sur l'ensemble de l'activité. On a aussi travaillé sur notre politique tarifaire. L'ensemble des matières premières a augmenté, donc l'impact inflationniste a porté bien sûr sur les salaires, mais également dans le cadre de Planet Art sur le coût des matières premières. On transporte du papier, on achète du papier, on produit un certain nombre de choses, notamment sur la partie industrielle qui est aujourd'hui possédée au niveau Planet Art. Même nos prestataires externes ont également eu des coûts et des accroissements. Donc toute cette partie-là, on a essayé au maximum de la reporter sur notre politique tarifaire. Alors c'est toujours un peu délicat, surtout autour de choses comme Freeprints, souvent une solution quasi gratuite. Mais voilà, c'est tout un travail extrêmement précis qu'on a essayé de mener autour de Planet Art depuis 2 ans pour, en jouant un peu sur tous ces leviers, essayer de revenir sur la base d'un chiffre d'affaires relativement important, puisqu'on est à plus de 230 millions de chiffre d'affaires sur 6 mois, essayer d'avoir tous ces indicateurs qui reviennent dans le vert. Donc tout ce travail a été fait. Le dernier, je dirais, qui reste à aller chercher est de redynamiser une politique de croissance qu'on a pu avoir dans le passé. Si on regarde maintenant AvantQuest, la situation est un peu différente et après d'avoir vraiment fait ce travail intense de transformation, je dirais depuis 2018, donc ça fait un petit moment qu'on travaille sur tout ce basculement dont on parle depuis plusieurs années en SaaS. Toute cette partie-là est maintenant finalisée et ça, on peut vraiment le voir en combinant sur cette activité logicielle du groupe à la fois une croissance de chiffre d'affaires. Donc, contrairement à Planet Art, on a une vraie croissance à 2 chiffres sur l'activité d'AvantQuest avec 14% de hausse sur un chiffre d'affaires qui passe de 57 millions à 61 millions sur le semestre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'accroissement de la profitabilité est en fait beaucoup plus importante, avec un ROC normalisé qui sera sur la période passé de 6 à 11 millions, soit une croissance de 85% à taux constant, et même à taux réel et avec l'impact des taux de change, ça reste quand même 72% de croissance de profitabilité sur cette activité-là.
L'autre point dont nous avions parlé, sur lequel nous travaillons depuis là aussi plusieurs années, est la séparation des activités non stratégiques. Pour ceux qui suivent l'entreprise depuis déjà plusieurs années, pour ceux qui s'en souviennent, on était vraiment parti d'une activité de vente de logiciels tierce partie, de distribution de logiciels physiques. Et toute cette partie-là, on en avait vendu une partie il y a quelques années. Nous en avions gardé une partie parce qu'elle restait profitable et même si elle n'était pas stratégique, elle permettait de garder une certaine masse critique et elle était profitable en termes de cash au niveau de l'entreprise. Cette partie-là maintenant est derrière nous. On a réussi la transformation d'entreprise autour de ces trois activités, nos trois marques propriétaires, que ce soit Soda, Adware et Inpixio. Aujourd'hui, je dirais, AvantQuest est génétiquement pur autour de cette activité de vente B2C SaaS, autour de ces marques propriétaires. Ça représente aujourd'hui quasiment 90% du chiffre d'affaires de la société. Il en reste toute une petite partie qui va continuer à disparaître rapidement dans les mois qui viennent. Et si on regarde uniquement cette partie-là, elle représente déjà 14 millions d'euros d'EBITDA, juste cette partie de vente B2C SaaS sur ces trois marques propriétaires. Donc sur quelque chose qui a été complètement reconstruit depuis 5 ans, nous sommes vraiment extrêmement satisfaits du résultat et de cette transformation qui, elle, n'aura pas connu les impacts qu'on a pu avoir sur Planet Art, essentiellement exogènes et dépendants des impacts d'Apple, du Covid, etc. Donc sur la dimension purement immatérielle, on n'a vraiment pas eu ces sujets-là. La transformation a été effectuée. Les résultats sont là, à la fois croissance du chiffre d'affaires, forte croissance de la profitabilité, des produits qui aujourd'hui ont été transformés, innovants. On a introduit beaucoup d'intelligence artificielle dans chacune des lignes de produits. Donc vraiment un travail de fond qui aujourd'hui paye ses fruits et sur une activité qui porte aujourd'hui des drivers extrêmement solides, que ce soit en termes de croissance, en termes de profit, en termes de modèle économique, en termes de qualité de produit, en termes de fidélité client. Donc je dirais à ce niveau-là, tous les drivers sont aujourd'hui au vert. Pour finir sur la troisième activité du groupe, qui reste toujours une petite partie, donc on parle de 5 millions sur les 300 millions de chiffre d'affaires du groupe Claranova, mais c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler avec toujours le même niveau d'ambition, le même niveau d'envie, les mêmes perspectives de croissance. Et ce qui nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui, c'est que cette activité-là connaît maintenant vraiment aussi une vraie croissance où on parle de 78%, presque 80% de croissance, avec un chiffre d'affaires même petit qui passe de 3 à 5 millions. Le montant de ce qu'on appelle l'ARR, qui est la partie récurrente du chiffre d'affaires basée sur l'abonnement, est également en croissance à 24% par rapport à la même période. Et là, le ROC normalisé de l'activité est à l'équilibre pour le deuxième trimestre consécutif. Donc on a vraiment atteint ce plateau d'une activité qui à la fois est capable de se déployer en termes de chiffre d'affaires tout en ayant un seuil d'équilibre qui est vraiment quelque chose sur lequel on travaillait là encore depuis ces 5 dernières années. Donc sur cette partie-là, là encore je dirais qu'aujourd'hui tous les signaux sont au vert et si vous avez ce niveau de résultat, que ce soit au niveau de l'accroissement du chiffre d'affaires, de l'atteinte de la profitabilité et de l'équilibre, c'est parce que tout le travail que l'on fait depuis 5 ans, notamment à travers ces grands groupes dont on a parlé plusieurs fois sur cette activité, que ce soit un Sodexo, un T-Mobile, un Engie, un Marriott, tous ces gens-là qui utilisent, travaillent et testent nos solutions IoT depuis plusieurs années commencent à rentrer dans une phase de déploiement et donc mécaniquement sur un modèle qu'on appelle PaaS, donc c'est Platform as a Service. Donc on est vraiment sur un modèle extrêmement vertueux pour nos clients où ils ne payent qu'au fur et à mesure qu'ils déploient les devices qu'ils ont achetés chez nous. On commence à travers de chiffre d'affaires, on voit bien que vous avez cette phase de déploiement qui s'accélère et dont on espère que ça va continuer dans les trimestres à venir. Donc voilà pour le résumé de chacune de ces 3 activités. Maintenant, je passe la parole à Xavier qui va rentrer dans le détail des résultats financiers. Bien, merci Pierre. Donc, je vais vous présenter en façon détaillée les résultats financiers du premier semestre 2023. Vous savez, au semestre, nous faisons une revue limitée
réalisé par NOCAC. La revue est en cours. Voilà, vous savez également qu'on va publier le RFS, notre rapport financier semestriel, la semaine prochaine. Voilà, donc les éléments chiffrés qui sont présentés là sont stabilisés, bien évidemment, mais nous finalisons les rapports des auditeurs et le RFS qui sera mis à votre disposition. Donc une vision plus globale du compte de résultat, et puis je vais le détailler après par étapes. Donc le chiffre d'affaires, je n'y reviens pas. Nous avons parlé des évolutions des matières premières, vous les voyez, des marchandises et autres, mais on a fait les efforts évoqués par Pierre tout à l'heure pour les maîtriser, au même titre que tous les achats et charges externes. On parlait également des évolutions de charges de personnel. Vous voyez, elles sont maîtrisées sur le semestre, et ce, malgré des évolutions ou des pressions inflationnistes très fortes. Donc c'est vraiment une démarche volontaire que nous avons réalisée. Et puis vous arrivez donc au résultat opérationnel courant détaillé par Pierre précédemment, qui est de 24 millions d'euros d'ordre normalisé. Important également, nous retrouvons un résultat net positif. Nous étions sur la même période à moins 4,5 millions l'année dernière. Nous finissons le semestre à 2,2 millions et bien évidemment les intermédiaires étaient eux aussi négatifs. Si nous repartons donc des résultats opérationnels courants, à 27 millions d'euros que nous avons vus précédemment, vous avez là la descente jusqu'au résultat opérationnel courant avec les impacts IFRS qui sont détaillés. Et puis également repréciser ici l'impact du résultat financier. Alors je vais presque dire, vous en avez maintenant connaissance, l'impact de la prise en compte de l'amortissement de l'Océane pour 9 millions d'euros. Les charges d'intérêt sur la période étaient de 3 millions et un impact de change qui, cette fois-ci, est moins fort, principalement lié à des pertes de change latentes, donc non négatives, non réalisées à ce stade. Les charges réalisées étant de 600 000 euros. Donc le résultat net de 2,2 millions positif sur le semestre. Si nous revenons cette fois-ci sur la partie trésorerie, l'évolution de notre trésorerie elle s'établit à 97 millions d'euros sur le semestre, donc un niveau très confortable, avec une variation significative de 32 millions sur la période. Alors on retrouve la CAF sur le haut du tableau, qui également est en progression, et puis le flux de trésorerie net lié à l'exploitation qui est lui de 72 millions, soutenu donc par la CAF dont on vient de voir précédemment, et puis la variation de BFR très positive sur la période. Vous le savez, c'est la période de fin d'année très active chez Planétart aux États-Unis, et donc il y a mécaniquement des variations de fonds de roulement très élevées. Le flux on détaille également ici le flux de trésorerie de moins 39 millions lié au financement. Donc là, c'est essentiellement le remboursement de l'ORNANE que nous avons réalisé au début de la période. Très peu d'impact sur la partie investissement. Il y a eu peu d'investissement sur cette période-là. Et ce qui est intéressant à noter également, c'est la variation de la trésorerie. Donc vous voyez, nous avons une trésorerie qui évolue positivement. On parle là de variation de trésorerie, donc plus 32 millions d'euros. Et si on arrive donc un comparatif trésorerie 1er juillet, donc début de période, fin de période, nous finissons au 31 décembre avec une trésorerie de 97 millions, tout en ayant remboursé l'ORNANE, ce qui était l'engagement que nous avions pris. Situation financière, cette fois-ci au niveau de la dette, de l'endettement. Donc vous avez le détail des différentes dettes. Vous retrouvez ici les emprunts obligataires donc, qui sont en nette diminution, mais c'est lié au remboursement de l'ORNANE. Une autre dette financière qui est réduite de 15 millions, ça vous le savez, c'est au moment de l'augmentation de capital de juillet. Nous avons procédé à une incorporation de la dette LIH pour 15 millions d'euros, d'où cette baisse. Et donc un total de dette financière qui s'élève à 137 millions, en baisse venant de 179 millions. Le niveau de trésorerie que l'on a évoqué est donc un endettement net de 41 millions fin de période, encore une fois, après avoir remboursé un montant non négligeable de dette concernant l'ORNANE. Vision du bilan cette fois, donc on retrouve ici
l'augmentation de notre trésorerie sur l'exercice à 97 millions d'euros, hein, principalement bien sûr sur le périmètre de Planétard. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre, nos capitaux propres qui reviennent à un niveau positif, alors qu'ils étaient sur la même période, sur le début de la période à moins 16 millions d'euros, et la dette financière à 137 comme nous l'évoquions précédemment. Un point important concernant la démarche ESG de la société. Vous le savez, là, on vient de parler de rapport financier. On rajoute, on complète notre communication financière pour suivre la réglementation de rapports extra-financiers. Et alors vous avez l'habitude déjà de retrouver notre chapitre 6 et les démarches que nous faisons. Donc l'idée de cette slide, c'est un peu de résumer et de vous informer sur le fait que nous sommes plutôt en avance sur les objectifs. Hein. On a renforcé notre gouvernance RSE. On a anticipé les piliers principaux des fameux rapports CSRD qui devront être produits à partir de 2025. Donc on a anticipé certains des piliers, hein, vous les avez ici. On a finalisé notre analyse de double matérialité et vous en prendrez connaissance dans le résultat du DPF que nous publierons en fin d'exercice. Donc ce sera en avant, si je peux dire, sur la CSRD. Même chose sur le bilan carbone, ça fait partie des composantes de ces éléments extra-financiers. Donc nous avons également avancé dans ce domaine-là. Et puis d'autres éléments, d'autres compartiments de cette démarche RSE au sens large. La protection des données et de la vie privée, vous imaginez que c'est extrêmement sensible au regard de tous les clients, l'acquisition clientèle que nous pouvons faire. Et puis la même chose sur les démarches marketing responsables. Voilà, donc nous avons pris date sur certains critères d'appréciation. Vous savez que la CSRD, ça se mesurera à la fois en instant T puis en dynamique. Et donc, on a nos points de départ hein, qui sont à la fois les notations ETI-Finance ou les notations en matière de bilan carbone. Donc, on continuera à communiquer sur ces éléments-là. Ce sera une partie non négligeable de notre rapport de fin d'exercice. Mais sachez que nous sommes en avance sur les objectifs et qu'on nous allons donc continuer sur cette lancée. En conclusion sur la période, donc une base d'activité robuste hein, avec plus de 300 millions d'euros sur l'exercice, des résultats en forte amélioration traduisant la pertinence du modèle économique du groupe hein, et puis un axe toujours prioritaire qui est l'amélioration de la rentabilité, à la fois l'optimisation des charges opérationnelles, mais également en termes de rentabilité sur les activités. Nous confirmons l'objectif de rentabilité, Pierre y a fait référence tout à l'heure, donc d'être autour des 10% sur l'exercice et bien évidemment continuer à progresser dans ce domaine sur les années à venir. Alors, un point également d'information annexe, si je peux dire, mais qui est extrêmement important, nous en parlons à chaque communication financière, et vous auriez de toute façon une question sur le sujet. Donc sachez que nous poursuivons notre analyse et réflexion sur le refinancement et la restructuration de notre dette, hein, et notamment de l'Océan dont vous connaissez les échéances. Et donc voilà, nous travaillons sur ce chantier de façon active, proactive, de façon à arriver rapidement, dans les meilleurs délais, à une solution. Donc on continue à travailler sur ce dossier important pour le groupe. Écoutez, merci à tous d'avoir pris le temps de venir à cette présentation. Écoutez, je pense qu'on a montré une progression extrêmement intéressante. Comme le disait tout à l'heure l'un de vos interlocuteurs, je pense que les résultats qu'on sort, notamment sur la profitabilité, sont extrêmement importants. Ça démontre vraiment un travail de fond. 2 années, je dirais, entre guillemets un peu compliqué, mais voilà, l'entreprise a été stable en chiffre d'affaires, a déprécié une profitabilité qu'on est en train de retrouver. Nous sommes sûrement l'un des rares groupes français qui fait plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui est profitable. Là encore, si on se remet quelques années en arrière, on a vraiment construit en très peu de temps un groupe international. De nouveau, 96% du chiffre d'affaires est fait hors de France, plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, une profitabilité aujourd'hui pérenne et stable,
des objectifs de développement qui sont intéressants. Donc voilà, il y a plein de choses à faire dans les années qui viennent et j'espère que les résultats que l'on présente aujourd'hui seront appréciés au niveau des marchés.